Alors, donc, je vais me présenter. Donc, Martin Joubert, je suis pédopsychiatre, psychanalyste. J'ai travaillé pendant à peu près 30 ans, d'abord comme interne, médecin assistant, puis praticien hospitalier dans un centre hospitalier. Essentiellement, pour la plus longue partie de ma carrière, dans un centre médico-psychologique, dans une banlieue assez lointaine et assez défavorisée, et dans une toute petite équipe, un peu loin de tout, ce qui nous a amené à développer un certain nombre d'outils pour nous débrouiller par nous-mêmes d'un certain nombre de pathologies, y compris des pathologies très lourdes, liées à la fois à une clinique difficile, par exemple psychotique, autistique, gravement déficitaire, et puis aussi liées à des carences sociales très, très importantes. Euh, voilà, alors donc ça m'a amené, je me suis trouvé de plus en plus confronté à des pathologies de la petite enfance de type autistique, que nous avons pris l'habitude de traiter à la fois sur un plan individuel, de prise en charge thérapeutique individuelle, mais aussi groupale, euh, lorsque c'était possible aussi, sur un petit centre, un ou deux petits centres pour des enfants autistes qu'on avait montés sur le secteur. Donc, l'idée étant que les enfants puissent quand même circuler d'une prise en charge à une autre, pendant que un référent, disons, médecin, psychologue, veillait par ailleurs à l'inscription de l'enfant dans la société, c'est-à-dire en particulier les liens avec l'école et tous les liens nécessaires par ailleurs. Alors donc moi, j'ai profité de ce que tout le monde n'avait pas forcément envie de faire ça, pour développer ce que moi j'aimais bien faire, c'est-à-dire des psychothérapies de type psychanalytique avec des enfants dont certains pouvaient être des enfants qui n'avaient absolument aucun accès au langage, voire être complètement renfermés en eux-mêmes sur le mode qui avait été décrit par Kanner, des enfants complètement enquistés, en coquille. J'en ai eu quelques-uns et en traitement. Et donc, au début, j'ai commencé à travailler avec ces enfants avec une sorte d'arrière-fond de ce qui était ma formation initiale, euh, hospitalière, aussi avec Roger Misès, qui a beaucoup œuvré pour la prise en charge, des prises en charge spécifiques, en particulier la Fondation Vallée. Donc, je suis un peu parti de là, mais je me suis assez vite rendu compte aussi que ma formation ne me permettait pas trop toujours de m'y retrouver dans ce à quoi j'étais confronté. C'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à écrire le premier de mes livres. Alors, je vais le montrer, voilà, parce que j'ai prévu de faire un petit truc là. Alors, c'est L'enfant autiste et le psychanalyste, paru au PUF en 2009. Voilà. Alors, dans ce livre-là, j'ai commencé par essayer, moi, de m'y retrouver dans ce que je voyais dans ma clinique et aussi dans les arrière-fonds théoriques que je pouvais avoir et de développer aussi à partir de là mes outils. Alors, le titre a un sous-titre qui est Essai sur le contre-transfert. C'est que je me suis assez vite intéressé au fait que les enfants autistes, apparemment, nous m'empêchaient de travailler comme analyste. Voilà, ils ne voulaient absolument pas que je travaille comme analyste, c'est-à-dire que je sois là à attendre ce qui se passe et à essayer de faire avec ce qui m'apporte. Je me suis aperçu qu'on était poussé avec ces enfants-là systématiquement à sortir de notre position d'analyste, qui est une position d'écoute, d'accueil, et d'être obligé d'intervenir, soit mu par un danger réel, par exemple un enfant qui sort de la pièce et qu'il faut absolument rattraper, parce que sinon il peut même sortir du CMP et se retrouver dans la rue, ou bien pour un danger plus difficile à comprendre,
mais qui est très souvent à l'œuvre dans ce qui anime les équipes d'éducateurs, de psychologues, enfin des gens qui s'occupent des enfants autistes, à savoir l'idée que si on ne fait rien, eh bien, ils vont mourir, c'est-à-dire mourir de mort psychique. C'est-à-dire qu'ils vont rester dans un devenir des légumes, devenir des enfants qui sont absolument plus réceptifs au monde environnant, etc. Cette crainte est légitime parce que c'est un peu l'évolution naturelle des enfants autistes lorsqu'ils ne sont pas pris en charge correctement. Et ça, on le sait parce qu'autrefois, dans les hôpitaux psychiatriques, il y avait des salles entières, des salles communes entières pleines d'enfants complètement régressés parce qu'on ne savait pas bien les prendre en charge de manière individuelle. Donc, c'est une crainte légitime, mais cette crainte est aussi une crainte qui est induite par le mode de pensée particulier des enfants autistes. Et ça, je ne suis pas le seul à le dire. J'ai entendu récemment une conférence de Cléopâtre Athanasiou qui disait à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il y a dans la psyché, dans le mode de fonctionnement, les enfants autistes ont un mode de fonctionnement psychique très particulier, qui n'est pas celui des enfants déficitaires, qui n'est pas celui des enfants psychotiques. C'est un mode de pensée qui a une sorte de visée radicale sur notre propre pensée, qui vise en particulier à empêcher tout ce qui est vivant, tout ce qui est mouvant, tout ce qui n'est pas totalement raplati sur des dimensions très réduites pour éviter tout ce qui pourrait les angoisser. Voilà. Je ne sais pas ce que je peux dire de plus. Allez, alors donc... Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que ce que vous dites, avec évidemment votre façon d'aborder ces enfants autistes, et pour essayer aussi de dire que l'outil contre-transférentiel est un outil majeur, en tout cas pour votre abord des autistes, que les sujets autistes nous obligent à parcourir notre propre chemin de pensée par lequel nous sommes passés aussi, et qui nous font en quelque sorte faire une espèce de retour sur les différentes façons que nous avons eues les uns les autres à aborder le cours de la pensée, avec évidemment des aspects majeurs, hein, puisque moi je suis beaucoup plus sur la vie des outils un peu plus, je dirais, davantage tournés vers l'abord lacanien de l'affaire, mais bon, c'est une façon en tout cas d'aborder la circulation psychique. Mais en tout cas, ce que j'ai pu, moi, voir dans votre écrit, notamment votre article « À quoi pensent les autistes ?», la façon dont, effectivement, vous vous servez de votre outil que vous êtes pour essayer de voir à quel moment et à quel endroit l'enfant autiste agirait ou tenterait d'agir et qui dirait, en tout cas, les embarras que lui-même rencontre dans son élaboration de pensée, dans la mesure où vous leur prêtez à ces autistes, bien entendu, une certaine connaissance de la façon dont penser, associer d'une certaine manière, procède, c'est-à-dire se servir comme d'une plaque sensible, c'est-à-dire le psychanalyste, et de voir à quel moment, en tout cas, ces modes de pensée sont attaqués, touchés, anesthésiés, bref, tout ça. C'est un peu... Alors, en effet, oui, alors, vous dites faire revivre des choses passées. Alors, je ne sais pas si je le dirais comme ça. Il nous amène effectivement à travailler avec des représentations, des éprouvés corporels très étranges qui nous saisissent quand nous sommes en séance. Et alors là, effectivement, je vais en profiter pour présenter le deuxième bouquin, À quoi pensent les autistes, donc Gallimard 2018, parce que c'était déjà présent dans le deuxième livre, mais c'était même un de mes points de départ, mais je l'ai plus développé dans le deuxième.
c'est que je me suis aperçu que en discutant ne serait-ce qu'en discutant avec les collègues, que la confrontation à la pensée autiste nous amenait souvent à parler dans des, dans des métaphores, disons, spatiales, et des métaphores spatiales très étranges, et qui répondent à des choses que eux peuvent mettre en scène et nous montrer de leur mode de fonctionnement. Alors ça peut aller par exemple du fait que, enfin, ça repose beaucoup sur le fait qu'il y a une non prise en compte, disons d'un point de vue de ce qui est investi, une non prise en compte de la tridimensionnalité. Ça ne veut pas dire que les enfants autistes ne reconnaissent pas les objets et se tapent dans les objets, ou bien ils peuvent être tout à fait habiles et adroits, mais ils n'investissent pas la tridimensionnalité. Au contraire, tous leurs investissements, ils cherchent à les rabattre sur du bidimensionnel ou de l'unidimensionnel. Alors, par exemple, dans les cas extrêmes, ça peut donner des enfants qui n'ont aucune espèce de notion des niveaux. Alors, par exemple, un enfant peut monter un escalier et arriver au sommet de l'escalier, vouloir enjamber la balustrade pour se retrouver en bas parce qu'il se vit comme étant au même niveau. J'ai connu un enfant, par exemple, qui avait comme ça été passé par la fenêtre, non pas du tout dans un mouvement suicidaire ou mais parce que la fenêtre ne représentait pas le passage d'un espace dans un autre. Me fait penser, ce que vous dites me fait penser, vous savez, à ce dessin de Échelle. Je crois que c'est ce dessinateur absolument invraisemblable qui, à la fois, nous donne l'impression d'être dans un espace particulier, mais quand on suit un peu les, les, euh, les différents moments, on se retrouve au même niveau et on refait le tour. Ça ressemble un peu à ce... Alors, là, les grands esprits se rencontrent, si je puis me permettre, parce que j'ai fait tout, dans mon premier livre, il y a tout un chapitre sur Escher, parce qu'effectivement, il y a aussi des dessins où on voit des, 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 des continuités dans le plan entre l'intérieur et l'extérieur. On est à l'extérieur de l'image et puis on se retrouve par la continuité dans l'intérieur de la pièce. Il y a des fusions de plans. J'en ai pris une illustration dans mon livre. Il y a des fusions de plans entre la profondeur et par exemple, entre ce qui est sous la surface de l'eau et dans l'œil de celui qui regarde, etc. Il y a aussi chez lui des représentations, des tentatives de représentation de modèles mathématiques de l'infini, avec des dessins qui provoquent des sensations de chute sans fin. Alors ça, les chutes sans fin, ça fait partie des angoisses très primitives auxquelles doivent s'affronter probablement tous les bébés humains, mais qui restent comme on pourrait dire, des expériences toujours actives et toujours très angoissantes qui n'ont pas trouvé de solution chez les enfants autistes. À tel point qu'ils choisissent préférentiellement tout ce qui colle, et ce qui est de registre de ce qui est l'adhésivité, ce qui a été décrit pour les bébés par Esther Bick dans ses observations de bébés. Les enfants autistes ont développé souvent une sorte d'exagération pathologique aberrante de ces phénomènes d'adhésivité. Et ça influe sur leur pensée, puisque j'ai eu pendant longtemps en charge, en traitement, un enfant qui avait un bon accès à la parole, qui était tout à fait autiste, mais avec une capacité de raconter et de mettre en scène ce qu'il vivait. Et cet enfant, un jour, s'est mis à coller des papiers sur les murs du cabinet. Alors moi, j'ai d'abord pensé, c'était des dessins, des choses comme ça. J'ai pensé d'abord que, comme tout enfant, il voulait, s'était pris dans un rapport de rivalité imaginaire avec les autres enfants dont je m'occupais, donc il voulait qu'on voit ses dessins, etc. Mais non, 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 je faisais complètement fausse route. Ce qu'il voulait, c'était s'assurer que les murs n'allaient pas s'écrouler.
Alors, on voit bien la logique, c'est-à-dire que on ne penserait jamais, nous, qu'une feuille de papier peut tenir un mur. On sait bien qu'il faut qu'il y ait du béton, des fers à béton, etc. Mais non, pour lui, il vit dans un monde où les murs peuvent s'écrouler s'ils ne sont pas tenus par quelque chose d'adhésif. Donc, on voit qu'il y a des logiques de pensée tout à fait étranges, qui ne sont absolument pas familières, qui sont à l'œuvre et qui sont vraiment, j'insiste, très particulières parce qu'aujourd'hui, on mélange un peu toute la clinique des enfants. C'est important de voir ça, qui sont très différentes de ce qui se passe, par exemple, chez les enfants déficitaires ou chez des enfants psychotiques. Alors, pour revenir donc sur la question du contre-transfert, enfin, peut-être on pourra développer ultérieurement. Le travail, moi, ce qui m'a assez tôt frappé, aussi bien quand on est analyste et qu'on reçoit des enfants autistes, mais aussi dans les institutions qui s'en occupent, c'est qu'il y a un effet d'usure très, très important qu'ils exercent sur la psyché de leurs soignants. Et il y a une tendance à toujours ratiboiser la pensée, à ramener toujours les mêmes choses, à être toujours dans l'identique. Et ça, quel que soit leur niveau d'élaboration, aussi bien ceux qui sont très régressés que ceux qui ont des bons accès au langage, et que cet effet d'usure se traduit dans le psychisme des gens qui s'occupent d'eux, c'est-à-dire bien sûr les soignants, mais aussi au premier chef leurs parents, leurs familles, aussi les soignants, les analystes, par un envahissement, par des sentiments dépressifs, mélancoliques, qui peuvent être très, très intenses. Or, ces sentiments-là sont très insupportables, voilà, très insupportables, et donc nous avons tendance à nous défendre contre eux, en général, par du mouvement, c'est-à-dire en mettant en œuvre un certain nombre de choses, un certain nombre d'actions qui sont pour nous des actions de sauvegarde, dont nous sauvegardons de ces éprouvés mélancoliques, en extériorisant quelque chose. Or, moi, ce qui m'a vraiment saisi au fil de mon travail, c'est que je me suis aperçu que c'est précisément quand j'acceptais, quand j'endossais ces mouvements d'extrême désinvestissement, on a l'impression vraiment qu'on ne sert à rien, que ce qu'on fait n'a aucun sens, que cet enfant est totalement réactif et n'entend rien de ce qu'on lui dit, et ceci qui peut aller jusqu'à se retourner en auto-accusation, je ne sers à rien, je suis vraiment bon à rien, je ne sais pas m'y prendre, etc. C'est dans ces moments-là, quand on en arrive à vivre ces moments-là, on s'aperçoit que c'est alors là qu'il peut se passer quelque chose chez l'enfant, quelque chose qui nous surprend, qu'on n'a absolument pas vu venir et qui est sa création personnelle. Et à partir du moment où se passe quelque chose comme ça change tout dans la dynamique de la cure, dans ce qui va se passer ensuite. Et ce que vous dites, par exemple, là, à l'instant, moi, me fait penser, en tout cas, toutes les fois où, recevant des parents d'enfants autistes, il y avait bien entendu des parents qui se gardaient bien, effectivement, de rester dans l'interrogation, et puis il y en avait très peu qui acceptaient, évidemment, d'aborder ce que vous dites, qui est très précieux d'ailleurs, puisque j'imagine que le fait d'être apte à tolérer ce type de présence et de difficultés, peu de parents, il faut le reconnaître évidemment, parce que nous, thérapeutes, nous les voyons pour un petit moment, mais eux, c'est évidemment beaucoup plus parce que c'est la génération qui vient, parce que, etc. On peut supposer toute cette dynamique. Et puis, il y a cette espèce comment dire, de façon qu'ont les associations de parents qui sont en tout cas captés par cette très grosse difficulté et la retournent, bien entendu, la projettent sur tout ce qui peut être psy de près ou de loin, puisque, comme vous le dites, c'est aussi aborder cette question-là qui devrait être effectivement la façon d'aider les parents
dans leur façon d'approcher leur enfant. Donc, ce que vous dites qui est terrible à vivre pour un thérapeute, mais le thérapeute a en tout cas ses collègues et des outils ou sa propre analyse pour pouvoir se récupérer, les parents sont continuellement dans cette espèce de prise directe sur les mécanismes qui sont en cause. Comme, c'est ça. Oui, bien sûr, les parents, mais aussi les frères et sœurs, hein, ça peut avoir un poids important sur les Oui, fratries. familial. Alors, d'abord, les associations de parents ne sont pas monolithiques, hein. Il y a un peu, il y en a de toutes obédiences et de toutes formes différentes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là où les analystes et les thérapeutes peuvent aller parce que c'est leur boulot, les parents ne peuvent pas forcément aller, d'une part, et d'autre part, c'est peut-être pas non plus souhaitable parce que eux, ce qu'ils ont à faire, c'est leur boulot de parents, c'est-à-dire aussi de voir que leur enfant grandit, de s'inquiéter de s'il est bien soigné ou pas, de se préoccuper de leur avenir, de qu'est-ce qui va devenir une des préoccupations majeures des parents, surtout quand les enfants, moi je travaille maintenant avec des adultes autistes, et quand les enfants vieillissent, les parents aussi, ils se préoccupent beaucoup de ce que vont devenir, qui va s'occuper de leurs enfants lorsqu'ils seront plus là pour s'en occuper. Tout ça sont des questions que les parents ont à. Donc, évidemment, on n'est pas dans la même, on n'est pas sur les mêmes plans. D'autre part, moi, j'ai quand même beaucoup d'ancienneté dans le métier et j'ai vu l'évolution quand même chez les soignants, les psychiatres et les analystes au fil des années. Quand j'ai commencé, il y avait des discours quand même, des façons de faire qui étaient extrêmement malveillantes vis-à-vis des parents et des familles. J'ai connu des institutions où on limitait au maximum les interactions avec les parents. C'était une sorte de sas où on s'échangeait le moins de choses possible parce qu'on considérait que les parents étaient au fond hostiles ou mauvais, je ne sais pas quoi. Or, moi, dans mon travail, je suis très, très peu de. J'ai presque toujours eu des relations extrêmement de travail en commun avec les familles et de bonne entente et de réflexion ensemble sur la clinique de leurs enfants. Je crois que c'est à partir du moment où on a compris que il y a quelque chose du côté de la psyché de l'enfant qui agit aussi bien sur nous que sur eux, à ce moment-là, on est dans un tout autre climat qui permet de faire alliance et de réfléchir ensemble aux difficultés que nous posent les enfants. Là où vous en êtes dans votre travail, où vous en êtes de notre échange, euh, est-ce que dans votre travail, la prise en charge, en tout cas la prise en charge, c'est un mauvais terme, le fait de recevoir un enfant, va de pair avec un travail auprès des parents pour évidemment situer cet enfant dans à la fois l'histoire familiale, la façon dont cet enfant a été, le contexte familial dans lequel cet enfant est arrivé, voire peut-être aussi sa place dans la fratrie. Est-ce que tous ces éléments-là tient une place, et quelle est la place plutôt qu'elle peut Bien tenir? sûr, bien sûr. Très important parce que là encore, euh, quand j'ai commencé, il y avait un certain nombre d'écrits, par exemple, de témoignages d'analystes très connus. Je pense par exemple à Joyce McDougall qui avait raconté une thérapie analytique chez elle d'un enfant autiste, hein, Samy, un texte très formidable, hein, mais il y avait donc l'idée qu'on pouvait soigner des enfants autistes de manière psychanalytique chez soi, tout seul. Moi, j'ai jamais pu faire ça. Je n'ai jamais. J'ai eu quelques enfants que j'ai vus comme ça sur quelques séances des enfants autistes à mon cabinet, mais d'une manière générale, je considère qu'il faut vraiment, si on veut pouvoir faire un travail analytique, il faut pouvoir s'appuyer sur d'autres. Et il ne faut pas être le seul non plus en termes de prise en charge. C'est qu'il faut à la fois qu'il y ait quelqu'un qui vraiment
ce qui m'empêchait pas, moi, de rencontrer les familles, mais il fallait aussi quelqu'un qui vraiment s'occupe de les accompagner et de discuter avec eux de l'avenir, du progrès, des perspectives pour leur enfant. Ensuite, il faut aussi d'autres prises en charge. La prise en charge psychothérapique ne suffit pas. Par exemple, psychomotricienne, par exemple en petits groupes. Et puis, il faut aussi que ces enfants, c'est extrêmement nécessaire et utile que ces enfants puissent être scolarisés correctement, quoi, enfin, avec les autres. Alors là encore, j'ai connu, moi, des évolutions. C'est-à-dire que quand j'ai commencé, c'était avant la loi de 85, je crois, qui a imposé aux écoles de prendre tous les enfants, quelle que soit leur situation. Avant ça, on voyait les enfants autistes nous arriver vers l'âge de 6-7 ans, c'est-à-dire qu'au moment du primaire, parce que les écoles, quand ils arrivaient en maternelle, ne voulaient pas d'eux. Donc, ils restaient à la maison et ça donnait des situations qui étaient beaucoup trop avancées et des enfants qui étaient déjà beaucoup trop enquistés dans leur maladie autistique. Avec cette loi qui a obligé les écoles à prendre ces enfants en charge, ils se sont retournés vers nous, disons contre nous, et nous ont envoyé ces enfants, adressé ces enfants, mais alors du coup à 3 ans, voire avant. Et donc là, ça a complètement changé la donne parce que quand on voit des enfants autistes à 2-3 ans, on peut avoir des actions tout à fait spectaculaires sur la situation. Et moi, j'en témoigne dans mes 2 livres. J'ai eu quelques enfants comme ça qui ont fait des évolutions tout à fait spectaculaires à partir d'une situation de départ qui paraissait catastrophique. Ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups. Il y a aussi des enfants, là aussi j'en témoigne, hein, des enfants qui on a beaucoup de mal, même en mettant tous les moyens à faire bouger. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce qu'il y a des raisons d'ordre somatique, génétique? Est-ce qu'il y a des raisons liées à des enjeux familiaux souterrains que personne ne connaît, puisqu'ils sont de l'ordre de l'inconscient? Même les parents ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe, de ce qui les émeut. Est-ce qu'il y a autre chose? Bon, bref, il y a des profils qui sont très différents sans qu'on sache au départ pourquoi. Sans qu'on sache jamais d'ailleurs, en fait, pourquoi. Donc j'en étais aux écoles, ah oui, c'est ça. Et donc, il y a eu ce mouvement très enthousiaste des écoles à l'époque. Je me souviens d'enseignants qui se mobilisaient. On faisait des groupes le samedi avec eux parce qu'ils étaient très intéressés par ce qui se passait. Et puis, il s'est passé ce qui se passe en général avec les enfants autistes, c'est-à-dire qu'au bout d'une dizaine d'années de ça, eh bien, les gens se sont un peu usés, les pouvoirs publics ont un peu laissé tomber parce que ça coûtait quand même un peu trop cher, etc. Et on en est progressivement revenu à des situations où il y a des classes un peu dédiées qui fonctionnent qu'à un cas, voilà, avec beaucoup moins de choses individualisées. Et puis des écoles, on voit aujourd'hui des écoles qui, à nouveau, refusent les enfants parce qu'ils ne savent pas, ils sont débordés, ils ne trouvent pas le soutien nécessaire pour accompagner et penser la scolarisation de ces enfants. Alors, au pire, il y a un modèle qui est actuellement assez répandu, je crois, en région parisienne, à Paris, dans certains endroits, qui est des éducateurs qui sont envoyés dans les familles pour que les enfants appliquent des méthodes comportementalistes extrêmement rigoureuses et de tous les instants qui sont appliquées aussi dans ces classes dédiées. Voilà. Alors, on peut en penser ce qu'on veut. Moi, je trouve ça personnellement, ça me fait frémir. Voilà, ça me fait frémir. Je me mets à la place de ces enfants, d'avoir en permanence quelqu'un sur le dos pour me faire faire des trucs. Je pense que je deviendrais dingue. Et je crois que c'est ce qui arrive, en fait. Voilà. Et c'est peut-être une façon de réagir à cette pulsion dépressive dont vous avez parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on peut proposer aux familles, aux écoles qui n'ont pas les outils psychanalytiques, justement pour résister à cette pensée disrupteur, cette pensée qui démonte notre volonté, notre
Je pense qu'il faut... alors, il y a des problèmes de moyens, évidemment, puisqu'on ne peut pas se démultiplier. On sait bien que les choses sont catastrophiques en ce moment, qu'il manque des médecins partout, que les équipes sont à l'os, etc. Ce qu'on peut faire de plus utile, c'est de les écouter, c'est de discuter avec eux. Alors, quand on n'a pas les moyens de faire ça, une chose qu'on peut faire aussi, c'est de les aider à discuter ensemble. C'est-à-dire des groupes de parents, par exemple, peut-être peuvent demander assez peu de moyens et permettre aider à ce qu'il y ait des échanges autour des choses assez concrètes et des difficultés. Et c'est un peu la même chose avec les écoles. On peut essayer il y aurait peut-être même à inventer des possibilités d'échanges médiés entre les parents et les écoles ou entre des groupes. Moi, je vous parlais de ces groupes qu'on faisait avec les instituteurs de ces classes qu'on appelait à l'époque, je crois, CLIS. CLIS. Ça existe toujours d'ailleurs, mais enfin, ça a un peu changé de nature. Hein. Ça s'appelle le LIS. Mais il y avait un samedi un samedi par mois, on se réunissait avec eux et où on avait un échange très ouvert, où on les laissait, on essayait surtout de soutenir les échanges entre eux et c'était très, très utile. Voilà, moi je crois que c'est une des choses qu'on peut faire. Oui, donc vous allez décidément contre la politique actuelle. Ah, bah, j'en sais rien parce que j'ai un peu décroché, je suis un peu découragé et dégoûté de ce qui est de la formidable machinerie qui a été le rouleau compresseur qui a été mis en route et dont on ne sait pas trop comment on peut y faire face. Oui, bon, je dis contre, mais bon, effectivement, on partage parce qu'on voit que les partenaires avec qui on travaille, donc les écoles, mais aussi les IME, les hôpitaux de jour, sont confrontés aux mêmes difficultés. Bien sûr, bien sûr. Alors, chacun essaye de s'adapter à la fois concrètement par rapport aux exigences administratives, etc., voire d'adapter son discours pour un peu coller, etc. Mais comme ce qui nous est demandé est absolument invraisemblable et contraire à ce qui est vécu et à ce que les enfants nous transmettent, ça donne des situations totalement ubuesques et qui aboutit à des situations qui peuvent être même maltraitantes, comme celle dont je vous parlais tout à l'heure de ces éducateurs qu'on envoie dans les maisons, c'est totalement intrusif d'ailleurs, c'est au niveau des libertés publiques, c'est quand même quelque chose. Et puis de certains cas qu'on a vus surgir dans des institutions où évidemment les enfants autistes sont très, très compliants. C'est-à-dire que si on leur demande de faire un certain nombre de choses, ils vont les faire pas trop mal. Par exemple, on en connaît qui sont d'excellents rangeurs de vaisselle. Il y en a qui sont d'excellents balayeurs toujours du même carré, de la même façon. Alors, si on leur demande de faire ça, ils vont le faire. Mais cette compliance des enfants autistes pousse en même temps peut pousser à un certain usage sadique de la relation et dans la contrainte. Et c'est assez facile et c'est extrêmement dangereux et délétère. Et or, ce sont des choses, quand les gens sont le nez dans le guidon de leur mécanique comme ça, dont ils se pensent devoir l'imposer, eh bien, c'est assez facile de passer du côté d'une contrainte dépasse les limites. Mais ce que vous dites aussi, ce que nous avons pu aussi constater, c'est que quand on se penche un peu sur la politique qui est menée par les gouvernements, parce que ça c'est l'aspect un peu politique, et avec des associations de parents extrêmement agissants, ce qui ne veut pas dire que ceux qui ont des enfants autistes se reconnaissent dans ces associations, mais en tout cas pour les activistes, l'important a toujours été plutôt du côté de nous avons un enfant, certes il est autiste, nous souhaiterions le voir fréquenter les mêmes réseaux que les autres enfants pour que nous puissions, nous parents, être des parents comme les autres. Cette pression phénoménale a fait que, bien entendu, votre travail auprès d'enfants
en essayant de dire aux parents et aux enfants qu'il y a là un style propre à chacun à déplier et non pas à réduire au même pour tous avec ces comportements forcés qu'on souhaite les voir adopter, c'est une sorte de torsion que dans toutes les institutions, il y a cette tension qui filtre et qui même est très très tenace, qui fait que certaines mêmes équipes viennent à éclater, puisque aujourd'hui, on peut voir dans une même équipe des gens qui sont plutôt des tenants du tous pareil avec un langage commun, et puis le un par un, comme vous le préconisez, dans ce que vous dites et dans ce que j'ai pu lire. Et cette tension-là est évidemment aujourd'hui terriblement palpable et extrêmement délétère pour la suite, en tout cas, de ceux qui veulent effectivement faire du cas par cas. Mais ce qu'il y a, si vous voulez, c'est qu'il y a la majorité des parents qui ont des enfants autistes ou des enfants qui ne vont pas bien, ils ne savent pas d'ailleurs forcément ce que c'est. Et ce qu'ils veulent, évidemment, c'est qu'on s'occupe bien de leurs enfants, qu'ils aient le plus de chances possible de s'intégrer, de trouver une forme d'intégration dans une vie voilà, qui soit de bonne qualité, enfin, qui soit une vie, qui ait un sens, et eux-mêmes d'être des parents voilà, qui ont leurs difficultés, mais qui sont des parents. Évidemment que c'est ce qu'ils demandent, ce qu'ils souhaitent, et c'est tout à fait légitime. Après, la difficulté qu'on a n'est pas là. La difficulté qu'on a, c'est que il y a par ailleurs une dimension, dans certains cas, passionnelle, et qui est curieusement très en accord avec le mode de pensée autiste. C'est-à-dire que ce sont des modes de pensée qui visent à éviter la pensée et qui attaquent tout ce qui pourrait constituer la pensée. Et donc, ces modes de pensée sont extrêmement contagieux et ils sont très puissants. Et ils organisent tout un discours qui vise à segmenter, enlever toute signifiance, aplatir tout ce qui pourrait constituer des modèles qu'on pourrait développer, où on pourrait discuter et être en échange. Et ces modes de pensée très simplifiés trouvent des échos à la fois du côté très idéologique de certaines associations de parents, en effet, mais aussi très idéologique du côté d'un certain nombre de politiques et de décideurs des ARS, etc., dans les administrations, dans l'administration de la santé, aussi bien chez les politiques, etc., où se conjoignent à la fois l'idée que tous ces gens qui sont des penseurs, etc., sont des coupeurs de cheveux en quatre, qui nous empêchent de faire ce qui doit être fait, et que par ailleurs, il nous coûte extrêmement cher et que ça coûterait beaucoup moins cher de faire ce qui est dit dans le DSM, par exemple, ou dans l'idéologie dominante, parce qu'on peut organiser des choses très, très structurées et dans lesquelles, quand on rentre à un bout, on fait rentrer l'enfant à un bout à un autre, hop, il sort à l'autre guéri. Une vision extrêmement machinique de la chose qui, là aussi, est très en accord avec la pensée autistique qui, elle, cherche sans arrêt à dévitaliser les choses et à les mécaniser. Et donc, c'est assez frappant de voir que les décideurs politiques aujourd'hui sont complètement contaminés par cette pensée autistique en imaginant des modèles qui reproduisent, sont tout à fait en accord avec cette pensée autiste, parce qu'ils pensent aussi qu'elle est beaucoup plus économique. Alors, elle est beaucoup plus économique, mais c'est comme les shadows, quoi. C'est-à-dire qu'au bout du compte, s'il en sort des cubes carrés sans vie, on n'a rien changé. Hein. Enfin, bon, je m'emballe un peu, je ne suis peut-être pas très clair dans ce que je dis, mais en tout cas, c'est-à-dire qu'il y a le discours idéologique qui nous est tenu est un discours véritablement qui attaque la pensée, qui vise à attaquer la pensée, qui est anti-pensée. Voilà.
Et ça, c'est un problème qui va au-delà de la psychiatrie, parce que qui touche toute la psychiatrie, Alors, mais c'est assez amusant parce que quand on regarde, par exemple, aussi la génétique, parce qu'en ce moment, là où je travaille, on fait une grande étude génétique. Bon. Moi, j'ai connu une époque où la génétique, c'était ce qui excitait énormément les gens, c'était la schizophrénie. On allait trouver le gène de la schizophrénie. Alors, on a cherché, on n'a jamais trouvé le gène de la schizophrénie. Et là, maintenant, on va trouver le gène de l'autisme. Alors, ça se déplace sur autre chose. Bon, mais en tout cas, ce qui se joue au niveau de l'autisme se joue maintenant au niveau de l'ensemble de la psychiatrie. Et je dirais que non seulement les psychanalystes sont menacés, sont très, très attaqués et à peu près ratiboisés, mais la prochaine étape, c'est la psychiatrie elle-même. Et aujourd'hui, dans les jeunes générations d'internes, les médecins qui sont formés dans les hôpitaux, quand un enfant, j'ai encore eu le cas récemment, un enfant qui fait, parce qu'il est dans une situation sociale dramatique, parce qu'il y a des parents qui sont obligés d'aller bosser, qui le laissent tout seul à l'hôtel parce qu'ils sont sans papier, etc., il se met à faire des tics. Eh ben, ce qui est proposé aux parents, c'est d'aller voir le neuropédiatre, c'est-à-dire quelque chose qui est absolument du côté médical et neurologique, parce qu'on pense que la psychiatrie est réductible à des anomalies des nerfs, voilà, à des maladies des nerfs. Donc, on a là une tendance qui est une tendance lourde, et moi, je pense que la psychiatrie est... Voilà, après, les neurologues sont bien emmerdés face à des délirants, hein, mais je pense qu'il y a une idéologie qui n'est pas arrivée au bout de sa visée. Voilà, et que la psychiatrie elle-même est visée dans cette affaire-là. C'est-à-dire la folie, en fait. Hein, c'est avec la folie. Il y a un déni de la folie. Et puis, il y a effectivement la nouvelle approche économique qu'on appelle la neuroéconomie. Ah bon, je ne connaissais pas ça. C'est pas la tête, c'est la neuroéconomie. Oui. Et c'est... Je faisais ça à Lénine en 24, mais bon. Mais bon, récemment, j'ai parlé avec un neuropsychiatre, effectivement, qui disait qu'ils ont pensé tous ces systèmes sans consulter les neuropsychiatres. Parce que... Oui. Je ne jette pas du tout la pierre aux collègues neurologues qui, bon, ça dépend, hein, tous ne sont pas sur la même longueur d'onde, mais il y en a beaucoup qui savent reconnaître la différence entre un patient psychiatrique et un patient neurologique. Mais il y a c'est pas le cas de tous, et en particulier dans ceux qui sont influents, c'est-à-dire les grands patrons universitaires. Voilà, ils sont... non pas pour des raisons de territoire, hein, c'est pas des raisons de territoire, c'est des raisons d'idéologie. C'est-à-dire le fait de pouvoir penser tranquille qu'il n'y a que des nerfs, voilà, et qu'il n'y a pas une affaire qui concerne le désir et ses avatars, et donc la folie. Voilà. Vous avez, ce que vous dites, moi, me rejoint un peu l'idée que je me faisais quand j'étais évidemment dans les hôpitaux. C'est pas tant les neurologues qui sont effectivement à blâmer, parce que les neurologues savent pertinemment que délire et l'encéphale et les nerfs n'ont strictement rien à voir. Mais c'est plutôt cette contre-révolution freudienne vient du fait de certains psychiatres qui ont fricoté un temps avec la pensée freudienne et font le nécessaire pour se réfugier, entre guillemets, en neurologie, parce que, bien entendu, ils récusent l'appareil psychique et ne savent pas comment le récuser, tout en prétendant toujours être psychiatre, et donc se réfugient comme des immigrés, passent à la neurologie, mais bien évidemment, ils n'ont pas la pertinence, je dirais, d'un vrai neurologue, qui sont absolument formidables à voir quand ils sont en train d'étudier, en tout cas, ce qu'il en est de l'encéphale et des nerfs en tout genre. Et malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, on a tort de dire la neuropsychiatrie. Malheureusement, ce sont des personnes qui vont se réfugier pour éviter l'appareil psychique et demandent à être accueillis par le champ neuro,
alors que quand on discute avec des neurologues, ils sont un peu empêtrés de ces nouveaux venus. Oui. Mais ça va un peu au-delà de. C'est-à-dire que ces mouvements-là rejoignent des forces puissantes dans le corps social. Oui. À la fois du côté d'un monde dont on voudrait qu'il soit prédictible, mécanisé, organisé, ordonné, contrôlé. Hein, et ça, l'outil Internet, l'outil informatique a un rôle très important dans le déploiement de ce fantasme. Ça y est, je me suis perdu avec mes idées. Non, la pensée de l'efficacité. Il y a des forces, effectivement, très, très importantes dans le corps social de ce point de vue-là. Ouais. Oui, c'est une transformation culturelle, mais je ne serais pas par hasard l'occasion de faire rencontrer la psychanalyse à la neurologie, parce qu'effectivement, la neurologie moderne n'a rien à voir avec la neurologie depuis les années 50, je dirais, est très intéressée au développement de la pensée et de la créativité, par exemple, de la psychologie. Dans les équipes de neurologues, de neurophysiologues, il y a toujours un philosophe, par exemple, un psychologue. Donc, ça pourrait être l'occasion pour développer. Il y a des passerelles possibles, hein, bien sûr, mais c'est compliqué parce qu'il y a quand même toujours un présupposé qui est la subjectivité, le sujet. Et ça, du côté des neurologues, c'est quelque chose qu'ils ne savent pas prendre en compte parce que ça supposerait de prendre en compte l'inconscient. Voilà. Pour aller vite et être clair. Alors que c'est notre boulot de nous occuper de l'inconscient et de prendre en compte ce que c'est qu'un sujet habité par la parole et par le désir. Et comment on fait sa vie avec l'histoire dont on est issu, etc., et qui échappe complètement, évidemment, à l'objectivation qui est l'axe selon lequel travaille le neurologue. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas se parler. Oui, mais oui. il y a quelque chose quand même qui nous distingue les uns les autres de manière radicale, une ligne de fracture qui est infranchissable. Mais dans les discours neurologiques que j'ai connus, moi, il y a quand même une idée que le sujet est leur limite. C'est-à-dire, eux ne peuvent pas rien dire sur le sujet, ni pour ni contre, mais ils admettent l'existence du sujet. Hein. Ça, c'est une très grande qualité des neurologues, au moins de certains neurologues. Parce que la neurologie s'interroge beaucoup sur le sujet. Après, il n'a pas de réponse, parce que les limites instrumentaux sont réelles. Mais quand même, ils évoquent l'hypothèse de pouvoir, un jour ou l'autre, connaître cette subjectivité. Ouais, voilà. Moi, j'étais parasité, là. Oui, d'accord. OK. Et c'est vrai que la question fondamentale est qu'est-ce que fait le sujet aujourd'hui, par exemple, surtout dans la question de l'autisme, parce que un discours, un dialogue se fait entre deux sujets, mais face à un autiste, on a l'impression qu'il n'y a pas un sujet de l'autre côté. C'est pour ça que je vous parlais de ces moments d'effondrement, oui. D'effondrement mélancolique chez l'analyste, parce que là, on a l'impression qu'il y a quelque chose quand même d'une rencontre qui se fait à ce moment-là. Oui, donc, est un sujet différent. Voilà. Et parce que justement, il y a un mouvement qui fait que, à travers le fait qu'on ait vécu ce moment-là, quelque chose se passe du côté de l'enfant qui ensuite a des conséquences. Donc là, on peut constater qu'il y a un mouvement qui se fait de l'analyste à l'enfant, de l'enfant à l'analyste et réciproquement, et qui est un mouvement qui a une sorte de processualité, de progrédience. Donc c'est à partir de ça qu'on peut se dire, bah oui, il s'est passé quelque chose et quelque chose a été une rencontre. Et du coup, après, l'enjeu est de faire participer la famille à ce mouvement. Bien entendu. Enfin, la famille, elle fait ce qu'elle peut. Hein. On essaye de on essaye de les aider, de les soutenir. Moi, oui, c'est des longs partenariats, vous savez, parce que par exemple,
un des enfants dont je parle dans un de mes livres, là, je l'ai connu à 3 ans et il vient encore me voir aujourd'hui à mon cabinet et il m'arrive d'être de temps en temps en relation avec ses parents. Il a aujourd'hui 18 ans, il est majeur. Enfin bon, ce sont des très longs partenariats. Hein. Oui, c'est ça aussi l'autre. C'est vraiment des partenariats. C'est-à-dire que si je n'avais pas une entente, un accord de fond de moi à ses parents, de ses parents à moi, ça ne marcherait pas. Il faut qu'il y ait quelque chose d'une entente qui fonctionne. Ça, c'est la condition pour l'application de la psychanalyse. Il faut se donner beaucoup de temps. Oui, oui, bien sûr. Et puis, probablement, la question, évidemment, qui taraude les parents, en tout cas dans les rencontres que cliniciens on peut avoir assez fréquemment, c'est évidemment les parents qui vous posent la question directement, mais est-ce du côté du cérébral ou du côté de l'appareil psychique? Car ce partenariat ne tient qu'à partir du moment où les parents font aussi cette hypothèse que vous leur formulez, en tout cas qu'ils ont peut-être en tête, mais auxquels ils ne veulent pas prêter attention, mais qui est tout de même le supposé appareil psychique, invisible à l'imagerie médicale, bien entendu, mais en tout cas, hypothèse tellement forte que cette hypothèse va accompagner le parent, l'enfant et le psychanalyste. Ça ne suppose pas forcément que les parents adhèrent à ce que nous, on a comme modèle ou à ce qu'on pense. Bien entendu. Ils ont leur modèle, ils en ont même peut-être à la fois plusieurs. Mais ça suppose quand même que quelque part, il y ait l'idée, en effet, qu'ils peuvent faire confiance à l'idée que nous, on a. Voilà. Et qu'ils y trouvent eux-mêmes quelque chose qui leur convient et qui les touche. Les parents sont souvent très touchés du travail qu'on fait, de l'implication, de l'investissement qu'on fait de leurs enfants. Ils nous en font très souvent, ils nous en témoignent très souvent. Ils sont vraiment touchés de l'investissement. D'autant que ce sont quand on a un enfant qui va aussi mal que ça, on est dans une grande solitude soi-même, parce que c'est très difficile d'avoir continuellement des soutiens dans sa famille, dans ses amis, etc. C'est difficile. Hein. Les gens sont souvent dans des grandes solitudes avec ces enfants et c'est très important l'appui. Pour en revenir au fait de pouvoir s'appuyer même les uns sur les autres entre parents, moi j'avais développé toute une idée, un travail serait trop ambitieux, mais autour de la salle d'attente, d'une sorte de travail informel par l'intermédiaire de la secrétaire, etc. Dans des gens qui viennent assez régulièrement dans le CMP, donc qui se retrouvent dans la salle d'attente, et qui petit à petit se mettent de manière informelle à échanger, à se donner des combines, à s'entraider. Et ça a des effets extrêmement positifs parce que ça rompt quelque chose de cette solitude dans laquelle se sentent souvent ses parents. Solitude et évidemment culpabilité ravageante. Bien entendu, majeure, oui. Mais il y a aussi cette position rencontrée, c'est-à-dire, en tout cas moi je l'ai rencontrée dans les CMPP, c'est aujourd'hui les parents qui vont, pour des raisons qui tiennent à la MDPH par exemple, c'est-à-dire devoir faire un compte-rendu qui passe nécessairement par les centres de référence parisiens notamment, et nous en sommes parfois arrivés avec les parents à devoir quasiment choisir entre un parcours hospitalier, oui. Et puis par ailleurs le travail mené au CMPP. C'est-à-dire que c'est là quelque chose qui est, je dirais, terrible, parce que je ne vois pas les raisons pour lesquelles on pourrait éloigner nos collègues des centres de référence, mais il se trouve qu'il est aujourd'hui rendu très difficile de faire cohabiter de façon à se reconnaître mutuellement dans nos pratiques, parce que nous sommes dans l'obligation de demander à certains parents de dire, écoutez, il faut choisir, voilà, entre cette hypothèse appareil psychique et puis cette autre hypothèse
beaucoup plus radicale qui envisage la génétique, le côté cérébral, le côté causalité cérébrale, comme je l'ai appelé tout à l'heure, et c'est tout à fait dommageable parce qu'il y a une espèce de guéguerre là dans lequel effectivement parents et enfants se trouvent impliqués. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il n'y a pas de gagnant. Je suis mal placé pour vous parler de ça parce que je suis aujourd'hui sorti des institutions publiques. Ah, J'ai encore un pied dans une institution pour adultes au CJM, là, de l'élan retrouvé, mais c'est même pas un travail clinique que j'y fais, c'est un travail de recherche. Et donc, j'ai quitté, moi, l'hôpital sur un conflit un peu de cette nature-là, il y a maintenant 3 4 ans, et je sais qu'en effet, la situation a très rapidement basculé dans quelque chose dans laquelle nous sommes quasiment dans l'impossibilité de travailler comme on le faisait autrefois. Parce que s'impose toute une machinerie administrativo-médicale dans laquelle les enfants sont obligés de rentrer, les parents avec, s'ils veulent pouvoir trouver des aides et des prises en charge. Et donc, comment, effectivement, en étant dans des CMP, travailler avec ça, je crois que ça devient un casse-tête. Et on ne peut pas mettre les gens dans des situations trop en porte-à-faux non plus. Donc, on est un peu obligé de trouver les moyens, je crois, de faire avec ces contraintes. Voilà. Et en même temps, on ne peut pas faire que ça parce que ce serait. On sait bien que qu'on est à côté de la plaque. oui, 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 tout à fait, tout à fait. Après, Alors, oui, après, il y a la question de la disponibilité des structures d'accueil des enfants lourdement atteints. Parce que là, Oui, même des enfants pas lourdement atteints. Aujourd'hui, je crois que la situation est tout le monde, même les pouvoirs publics commencent à bouger là-dessus. Les nouvelles générations d'internes en psychiatrie sont beaucoup plus nombreuses, même si on continue d'aller former dans les modèles médicaux qui sont pas tout à fait adaptés. Enfin, bref, en tout cas, c'est vrai qu'on est arrivé maintenant dans une situation, même chez les adultes. Hein. Moi, j'ai vu des patients me raconter comme ça, on leur dit, ben non, le CMP, non, non, on ne prend plus les gens comme vous parce que soit vous n'êtes pas assez malade, vous n'êtes pas la maladie qui nous convient. Enfin, des trucs complètement déments, quoi. Parce que, en fait, la vérité, c'est qu'il n'y a pas les moyens qu'il faut. ouais. Oui, soit au niveau pratico-pratique, soit au niveau logistique, soit au niveau culturel. On a cru faire des économies. Moi, je ne crois pas qu'au bout du compte, ce soit ça qui se passe. Oui, oui. Bon, on est arrivé, oui, à voilà. des discussions, oui. Donc, je ne sais bon, alors peut-être qu'on n'est pas obligé de faire trop dans le café du commerce et le comptoir, discussion de comptoir non plus, parce qu'on sait bien tous la situation dans laquelle on est tous un peu écrasés par cette situation. Bon, mais est-ce que ça ne nous empêche pas non plus de parler de clinique et de comment faire? Alors là, il faudrait une autre heure pour parler. Bien entendu. Voilà. On a déjà dit pas mal de choses. Là. Voilà, on a déjà mis assez de sujets. Donc, voilà. peut-être qu'on aura l'occasion de revenir avec une vidéo. Oui, d'accord. Peut-être un sujet plus ciblé ou quelque chose comme ça. Oui. Mais pour l'instant, on vous remercie de la participation. Eh bien, c'est moi. Merci beaucoup de votre participation et j'espère en tout cas que les personnes qui verront cette vidéo auront évidemment grand intérêt à se pencher sur vos écrits. Vous êtes en train d'écrire un autre bouquin peut-être, non sur, Alors, oui, mais qui ne concerne pas directement les enfants, c'est sur le narcissisme, mais néanmoins c'est dans la suite du dernier cas qu'il y avait dans À quoi pensent les autistes, là, dans celui-là. Dans le dernier cas, c'est un enfant qui sortait de son autisme en installant une conflictualité narcissique tout à fait surprenante. Et donc, ça m'a donné l'élan pour repartir dans cette direction-là.
Et c'est un livre qui est à la fois de clinique, mais aussi qui parle aussi, il y a pas mal de choses autour de la littérature, du théâtre, etc. Et ça devrait pas sortir en septembre. Ça s'appelle Narcissisme avec narcissisme. C'est voilà, par référence à Freud quand il a nommé Merci. le concept, il a enlevé la syllabe centrale du is, il a appelé ça narcissisme, et c'est un écho en fait à son propre, c'est un acte fondateur qu'il fait, qui est un écho à ce qu'il a fait à l'adolescence, à son propre prénom. Et donc je suis parti de cette idée-là pour construire ce livre. Donc on termine avec un mot d'espoir, sortir. Sigismond. Voilà. Voilà, c'est ça. Et Sigmund. Sigmund. D'accord, d'accord. Très bien. Ben, écoutez, on vous lira avec plaisir, j'en suis sûr. Oui. Encore une fois, merci beaucoup. Et j'espère à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Bon, là,